Bonjour à tous, nous voici ensemble pour un format court. D'Idéal Connaissance, je suis Éric Landau, avocat associé au cabinet Landau Associés, et regardons tout de suite notre sujet du jour. Qu'y a-t-il de changé pour la garde des enfants prioritaires? Alors, regardons ensemble ce qu'il en est. C'est des annonces du président de la République du 12 mars, un arrêté du 14 mars, qu'on a su qu'on allait devoir fermer un certain nombre d'établissements recevant du public, mais tout en ayant une garde des enfants, des personnels de santé assimilés, des personnels dits prioritaires, qui ne sont pas uniquement les personnels de santé, justement. Alors, on a une fermeture des centres de vacances, des services d'enseignement, des ALSH, etc., jusqu'au 15 avril. Pour tout ce qui est scolaire et petite enfance, la suspension a été jusqu'au 29 mars, mais oui, ça a bien été prorogé jusqu'au 15 avril, et puis ça va sans doute être de nouveau reporté. D'ailleurs, dans la fiche de l'État, on dit jusqu'à nouvel ordre, comme ça c'est plus simple. Mais en droit, c'est pas ça, c'est jusqu'au 15 avril. Tous les établissements scolaires sont concernés, il y a juste des spécificités sur les établissements français à l'étranger. Et pour ce qui est de la petite enfance, ça inclut tout ce qui est mineur accueilli hors du domicile parental, à l'exception de ceux qui sont évidemment en hébergement en établissements sociaux, médico-sociaux ou hospitaliers, ou ceux qui sont en semi-hébergement ou en accueil de jour, mais qui n'ont pas pu rejoindre leur famille. Les maisons assistantes maternelles avaient d'abord été toutes, alors on dit fermées, non pas fermées, mais on leur a imposé de ne plus accueillir du public. C'est le cas de tous les établissements du public, sauf pour les établissements sportifs où là c'est une fermeture. Mais il y a eu, dès l'arrêté du 15 mars, un accueil du public possible si ces maisons ont un agrément pour un maximum de 10 enfants. Ce que l'on sait donc depuis maintenant presque 3 semaines, c'est qu'en revanche, les assistants maternels ne sont pas concernés. Il y a eu un petit flou dans le début. Donc, maison d'assistance maternelle dès le 15, si c'est bon, si c'est habilité pour que 10 enfants maximum. Que les structures attachées aux établissements de santé demeurent ouvertes, ça on sait depuis le 14 mars. Et puis, pareil pour les micro-crèches. Et puis, les établissements socio-médico-sociaux, même si ce n'est pas dit dans le texte. Donc, dans ces cas-là, il doit y avoir là quand même un accueil pour tous les enfants de moins de 16 ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire, personnel dit prioritaire. Idem pour maintien des internats scolaires lorsque les âgés sont en capacité de rejoindre leur domicile. Et il y a des spécificités ultramarines qui, alors là, je ne rentre pas dans les détails, ont changé, mais un nombre de fois considérable. J'ai perdu beaucoup d'énergie à essayer de suivre tout cela. Donc, c'est bien gentil, mais la taille des groupes. La taille des groupes, finalement, le seul fois où on nous en parle, c'est dans les notes du ministère et les annonces du président de la République, mais il n'y a pas vraiment de cadre juridique précis sur ce point, si ce n'est que le seuil de 8. Alors, initialement, c'était 8 à 12. Maintenant, on a évoqué le 8 à 12, 8 à 10 très vite dès le vendredi midi, du début avant l'état d'urgence. Et avant la crise sanitaire, et donc il n'est déduit en fait de ces règles sur les risques de propagation du virus et les barrières sanitaires, règles sanitaires de mesures de distanciation sociale qui ont aujourd'hui une base juridique qui aujourd'hui est dans le décret du 23 mars 2020. Alors, abordons maintenant ce que nous dit l'État et qui est un peu plus neuf. C'est, première chose, contrairement à ce qui avait été beaucoup imaginé au début, c'est que dans les maisons d'assistants maternels ou les assistants maternels à domicile, il ne peut être exigé que les parents soient professionnels prioritaires. S'il y a un parent qui télétravaille, on ne peut pas refuser, mais il n'y a pas un système d'organisation de la priorité pour les enfants des professionnels prioritaires en maison assistante maternelle ou en assistant maternelle à domicile. Ce qui peut surprendre puisqu'il faut se souvenir qu'en même temps, les assistants maternels, on va le voir tout à l'heure, peuvent donner lieu à un travail plus souple qu'avant puisque le nombre total de mineurs peut maintenant donc monter à 8 et ceux qui ont 4 enfants, qu'un exemple pour 4 enfants, on va le voir par simple déclaration, peuvent en accueillir désormais 6. L'État impose que tout assistant maternel recourant à ces dispositions en informe sa PMI dans les 48 heures. En fait,
il y a surtout l'idée de gérer tout ceci sur le site ensuite Mon Enfant pour gérer ceci, car les assistants maternels n'ont pas l'obligation de déclarer leur disponibilité sur ce site, mais via la PMI, on va revenir à avoir une gestion des disponibilités. Les services départementaux de PMI sont invités à aider à l'accompagnement renforcé pour ces professionnels. Les RAM, bien que n'accueillant plus de public, donc j'avais dit lors de la dernière visio qu'on avait faite que les RAM étaient sans doute également fermés, c'est la position également de l'État depuis le 1er avril, mais il y avait eu un petit débat juridique sur ce point antérieurement. Ce qui est nouveau aussi depuis la version de la note du 1er avril, c'est qu'on nous confirme, ça l'est de soi, mais enfin, il n'y a aucun texte de droit qui nous le dit, que c'est bien les préfets qui organisent localement les solutions d'accueil. Alors ça, c'est très gentil. Ça ne correspond pas au vécu de la plupart de mes clients. Beaucoup de cadres territoriaux ont été obligés de ferrailler ou travailler avec un grand nombre d'acteurs, en général avec une super coopération et des trucs géniaux, mais parfois avec des bras de fer. Donc bon, c'est maintenant les préfets qui organisent localement ces solutions d'accueil. Je ne doute pas que dans beaucoup de départements, les préfets aient parfaitement fait ce travail. Ce n'est pas le cas partout, ça je peux en attester. Ce qui est relativement nouveau aussi, c'est que l'on a des ajustements notamment pour tout ce qui est assistant maternel et tout établissement qui réduit à 10 le nombre d'enfants simultanément accueillis, même s'il est autorisé pour plus de 10, ont des souplesses en matière d'amplitude horaire et d'organisation que voici. Là, je vous ai mis un extrait tout simplement de la note de l'État. Il y a eu plusieurs évolutions sur la formulation des personnels prioritaires. Donc voici, là c'est un extrait aussi de la note de l'État, les évolutions. Sur les professionnels de santé libéraux, on a les ambulanciers. Avant, on avait tout ce qui était personnel de véhicules sanitaires légers. Ça exclut donc certains taxis qui font VSL par rapport à avant. On a les personnels des établissements socio-médico-sociaux, une liste un peu plus précise. On a bien aussi les personnels affectés aux missions d'aide sociale à l'enfance et de PMI, relevant des conseils départementaux, ce qui est évidemment très logique. Et la liste avant était un peu moins claire. Et puis, ça n'a pas changé de mémoire pour les personnels de l'État. On continue à avoir des débats quand j'ai des couples non séparés, qu'un seul des deux parents est un praticien de santé ou est dans la liste. Le droit est suffisamment flou pour que je ne puisse pas vous dire ce que dirait un juge. De toute manière, on n'est pas sur des régulations qui aboutiront de contentieux, j'imagine. Cela dit, tout ceci, c'est bien gentil, mais il y a eu beaucoup de retours, il y a eu pas mal d'articles de presse aussi, pour constater que les parents de ces enfants hésitent à recourir à ces structures, parce que les praticiens de santé, notamment, voire certaines personnes des forces de l'ordre, ont peur de multiplier les allers-retours, notamment vers les assistantes maternelles, une maison d'assistante maternelle ou une crèche, avec d'autres enfants, puisqu'ils peuvent, c'est plus de risques de récupérer le Covid pour ces enfants, mais c'est plus de risques aussi pour eux d'avoir le Covid parce qu'ils font des métiers à risque, avec pas toujours les protections qu'il faudrait, et ils ont peur de contaminer les autres, ce qui est évidemment tout à leur honneur, d'où le développement en réalité de beaucoup de modes de garde alternatifs, bricolés familialement ou autres. Ce point étant apparemment assez massif dans les régions à forte infection. Ce qui est relativement nouveau, ça fait un peu plus d'une semaine, c'est donc les règles que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire une plus grande souplesse, notamment pour passer de 4 à 6 enfants gardés, avec, pour les assistants maternels, puis on a vu qu'on peut monter jusqu'à 8, avec une simple déclaration et non plus une autorisation auprès du département. L'idée étant, encore une fois, d'alimenter le monenfant.fr. Donc là, je vous ai mis les références sur le site monenfant.fr. La tarification de la CNAF, on est bien sur une aide sur les crèches, 27 € par place fermée par jour pour les crèches publiques, 17 pour les établissements privés. Rien ne semble prévu par le périscolaire, ça n'a pas changé. Par contre, ce qui a changé, c'est que le 1er avril, le conseil d'administration de la CNAF, réuni en visioconférence bien sûr, a décidé d'étendre ces aides aux crèches, à l'ensemble des crèches qui ont fermé leurs places en totalité ou partiellement, y compris d'ailleurs pour les crèches
des établissements publics de santé, mais enfin, celles-ci sont en général restées ouvertes. Donc, on a une extension qui a donné lieu à pas mal de débats sur le point de savoir ce qui avait changé en réalité dans cette nouvelle décision de la CNAF. Sur tout ce qui est sécurisation, donc on a les règles de sécurisation que j'évoquais tout à l'heure, donc du décret de 23 mars 2020, mais qui sont une reprise d'un texte antérieur. Et puis évidemment, on est sur un art-tout d'exécution, tout dépend de comment vous le faites concrètement, puisque les retours que moi j'ai du terrain sont extrêmement variés selon les implications des acteurs, selon les situations, selon qu'on est en centre grand urbain et que les gardes familiales sont difficiles ou pas, etc. Le texte, finalement, a évolué le 1er avril en raison de la décision de la CNAF, d'une part, et de la nouvelle version de la note, qui a été diffusée plutôt à partir du 2-3. C'est un art d'exécution avec beaucoup de variations, mais tout le monde se prépare à un confinement long, où s'il y a en tout cas un déconfinement, on s'attend, et les mesures qui ont été prises en matière scolaire vont dans ce sens, vers probablement des déconfinements qui ne seront pas dans les premiers de tout ce qui est gestion des enfants et notamment de la petite enfance. Pourquoi ? Parce que même si on est en déconfinement progressif, les praticiens de santé et les forces de l'ordre, les services de l'ASE, les PMI, etc., vont rester sur la brèche avec un travail extrêmement intense pendant probablement plusieurs semaines, alors même qu'on sera en début de déconfinement. Ce qui veut dire qu'il faut s'attendre à ce que tous ces systèmes-là perdurent, et ils ne perdureront, et les enfants ne seront pas demain le nouveau foyer de diffusion du virus, d'autant plus dangereux qu'il ne sera pas toujours identifiable s'agissant des enfants, si le déconfinement des enfants se fait très progressivement. Donc, en dépit du fait qu'en théorie, tout ceci s'arrête le 15 avril, tout le monde s'apprête à prendre de nouvelles mesures, à se réajuster en fonction d'un déconfinement qui devrait être lent pour ce type de public. Raison de plus pour vous souhaiter à tous bon courage. Merci. Au revoir.